3, 2, 1. Talk to me. On sait que Montréal a accueilli de nombreux survivants de l'Holocauste. Donc pour ces gens-là, c'est une terre d'accueil. Les survivants qu'on a ici à partir de 47-48, c'est des gens qui sont sortis des camps de la mort, qui appartiennent à la dernière étape, l'étape de l'extermination totale. Donc d'être à Montréal pour ce musée est une façon aussi de rendre hommage à leur vie et d'honorer leur témoignage. C'est l'étoile juive qu'on devait porter sur nos manteaux. Au détour de rues résidentielles du quartier Côte-des-Neiges se trouve le Musée de l'Holocauste de Montréal, le plus grand du genre au pays. Ce sont les derniers jours de ce musée à cet endroit, car un nouveau site sera bientôt aménagé dans l'arrondissement aujourd'hui célèbre du plateau Mont-Royal, là où les traces de la présence juive sont les plus visibles. Je suis président du musée depuis 1 an. C'est un immense honneur pour moi. Parce que ce musée est tout à fait unique, effectivement. C'est le seul musée de l'Holocauste au Canada. C'est le 2e en Amérique du Nord. C'est le premier musée qui soit bilingue, où tout se passe en français et en anglais. Le musée de l'Holocauste va déménager bientôt. Il déménagera sur le boulevard Saint-Laurent. Et le choix de l'emplacement n'est pas anodin. Il est rempli de symboles. D'abord, c'est le lieu qui avait été choisi par de nombreux survivants pour s'établir à Montréal. C'est aussi un lieu qui fait le pont, la jonction entre l'Est et l'Ouest de Montréal, communauté francophone et anglophone. C'est un quartier qui est extrêmement multiculturel. Donc, ça correspond à cette vocation que le musée veut avoir d'universalité. C'est un emplacement aussi qui est intéressant dans la mesure où il va nous permettre, par sa plus grande superficie, d'exposer plus d'artefacts que nous avons actuellement. La première grande vague d'immigration juive se déploie dès les années 1900. 1 million de Juifs fuient alors une Russie antisémite et ses pogroms, des combats de rue racistes et meurtriers. Leur voyage vers l'Amérique du Nord est facilité par les progrès récents de la navigation. À leur arrivée, plusieurs Juifs croient se trouver aux États-Unis. La plupart ne parlent ni anglais ni français et ne connaissent rien du Canada et du Québec. Certains d'entre eux s'installent à Montréal, dont le port du début du 20e siècle est l'un des plus florissants du continent. Ils seront accueillis par une culture francophone, résolument catholique, teintée d'antisémitisme. Aux premières loges de ce courant antisémite, on retrouve une personnalité majeure de l'époque, Henri Bourassa. Henri Bourassa, c'est un des grands penseurs politiques de la première moitié du 20e siècle au Québec. Fondateur du journal Le Devoir en 1910, une très grande figure politique, vraiment dominante. En 1906, il est député à Ottawa, sous le gouvernement Laurier, puis on passe un projet de loi, une déclaration à l'effet qu'on va accueillir les Juifs de Russie. Et Bourassa dit non. Les Juifs, il ne faut pas les accueillir parce que c'est des usuriers. Ils profitent, de la naïveté des paysans. Ils exploitent les paysans. Le député fédéral de la circonscription ici, Jacobs, on va lui faire le reproche de tenir un discours antisémite. Bourassa, applique la pensée de l'Église. C'est un catholique profondément pratiquant et il traite les Juifs comme l'Église les traite. Il n'invente rien. Sauf qu'il rencontre finalement Jacobs dans les années 10, et puis, à force de discuter, de réfléchir, il modifie sa position dans les années 20 pour dire, relativement à la question des écoles, les Canadiens français sont une minorité au Canada. On ne peut pas traiter une autre minorité sans penser que nous aussi, on est digne de respect, et donc il faut absolument avoir une attitude d'ouverture et de tolérance face aux Juifs.
Et il va, en fait, jusqu'à la fin de sa vie, en 1952, se présenter comme le défenseur des minorités, qui, à l'époque, était principalement la minorité juive. Alors, il y a eu cette prise de conscience chez Bourassa qui est un peu emblématique de ce que les Québécois, en général, vont faire au cours du 20e siècle. Ils vont commencer sous l'enseigne de l'Église avec des positions assez hostiles vis-à-vis des Juifs et ils vont évoluer progressivement vers une position, je dirais, d'accueil de plus en plus généreux. On pense, par exemple, à l'arrivée des séfarades marocains, qui étaient des Juifs francophones, dans les années 60. Ils vont être accueillis beaucoup mieux que les Ashkénazes, les Juifs est-européens du début du siècle. Donc, cette évolution-là marque les esprits jusqu'à aujourd'hui. Ici, c'est l'endroit où nous préservons, conservons l'ensemble de notre collection. C'est une collection qui s'est développée depuis la fin des années 70 et qui aujourd'hui connaît un regain exceptionnel. 95% de la collection ici a été constituée par le souhait de survivants qui sont arrivés à Montréal et qui ont refait leur vie. Nous avons une collection d'à peu près 14 000 objets, documents, ainsi qu'une collection de témoignages, mais qui n'est pas préservée ici. Ce sont seulement les objets, documents, tout ce qui est tangible finalement, qui est ici, préservé dans des conditions optimales en termes de température et d'humidité. Évidemment, certains objets sont en exposition, dans l'exposition permanente, mais la majorité des objets, en fait, se trouvent ici, dans les allées. Hitler prend le pouvoir en janvier 1933 et il commence à persécuter violemment les Juifs allemands. Septembre 1939 lance une autre étape qui est celle de l'occupation militaire de l'Europe de l'Est. C'est comme s'il y a une chape de plomb qui descend sur la vie juive de l'Europe de l'Est et on perd contact. On ne sait pas ce qui se produit. C'est extrêmement difficile d'avoir de l'information sur le sort qui est réservé aux Juifs, comment on les extermine. C'est à partir de 1942 que la Shoah, l'extermination systématique, commence. Le musée de l'Holocauste a ouvert ses portes en 1979. Et il a donc permis de s'interroger sur les raisons qui ont fait en sorte qu'on attende si longtemps, après la fin de la guerre, pour créer ce musée. Le traumatisme de la guerre était si fort que très souvent les gens ne voulaient pas en parler. C'était un tabou. Pour d'autres, c'était un sentiment de culpabilité. Ils avaient survécu alors que les autres non. Ce petit gilet qui a été crocheté avec des boutons de nacre, il a appartenu à Muguette Myers. Muguette Myers est une survivante qui témoigne au musée. Muguette est née à Paris et peu avant la rafle des femmes juives à Paris, elle est emmenée par sa mère et cachée dans un petit village qui s'appelle Champlot, où elle va passer le reste de la guerre cachée. Elle va garder cette veste avec elle et assez longtemps d'ailleurs après la guerre et tout au long de sa vie pour que sa fille puisse le porter également. Il témoigne de beaucoup d'amour de sa grand-mère et de cette relation très particulière qu'elle avait avec elle. Alors, elle nous l'a donnée avec tout autant d'affection au musée et on la préserve avec soin. Chaque semaine, le Musée de l'Holocauste de Montréal accueille des groupes scolaires devant lesquels des survivants de la Shoah racontent ce qu'ils ont vécu. Muguette Myers le fait plusieurs fois par semaine. Je m'appelle Muguette Speiser Myers. Je suis survivante de l'Holocauste. Mes parents étaient polonais. Septembre 1939, la guerre a été déclarée. Alors là, les hommes sont partis soldats. Et les femmes et les enfants ont été évacués de Paris. On a vu dévaler l'armée allemande. Et il y avait des camions qui passaient pleins, bourrés de soldats. Ils passaient, ça a duré des heures. Et les Allemands ont commencé à émettre des directives. Alors, d'abord, pas le droit d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, interdit, d'aller dans les eaux, d'aller dans les parcs. Et les médecins français non juifs n'avaient pas le droit de soigner les juifs.
aussi, les Allemands ont demandé à tous les Juifs que tous les Juifs viennent se recenser au commissariat de police. Et sur la photo, il y avait étampé en rouge « juive » pour une femme et « juif » pour un homme. C'est l'étoile juive qu'on devait porter sur nos manteaux. Moi, j'avais gardé la mienne. Et ça, c'est l'étoile que moi, je portais sur mon manteau. Les survivants qu'on a ici à partir de 47-48, c'est des gens qui sont sortis des camps de la mort, qui appartiennent à la dernière étape, l'étape de l'extermination totale. Les gens qui arrivent sont profondément traumatisés. Ils ont perdu leur famille, ils ont été témoins d'atrocités, ils ont parfois été internés dans des camps de concentration dans des conditions effroyables. Ils sont épuisés physiquement. Ils n'ont pas eu une vie convenable pendant des années et des années. Tout à coup, ils sont ici. On a juste à regarder le paysage, le parc, pour voir à quel point c'est pacifique, à quel point c'est un endroit bucolique. Les gens qui arrivent ici en 47, 48, 49 n'ont pas vu ça depuis 10 ans. Au terme de la Deuxième Guerre mondiale, un exode massif de survivants de l'Holocauste s'organise. Tel Aviv et New York sont les destinations les plus prisées, mais nombre de Juifs aboutissent au Canada, particulièrement à Montréal, où une communauté juive est installée depuis le début du siècle. La difficulté de parler d'un traumatisme en général, et en particulier celui de la Shoah, c'est que c'est souffrant d'en parler, et comme dit Boris Cyrulnik, ça fait saigner la mémoire. Donc, quand quelque chose nous fait du mal, on a tendance à éviter d'en parler. Et si on peut l'enterrer au plus profond de notre mémoire, ben c'est naturellement ce qu'on peut essayer de faire. La deuxième raison, c'est qu'on s'aperçoit, quand on parle d'une histoire comme celle de la Shoah, qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas vraiment en entendre parler. Donc, c'est souffrant de vouloir partager quelque chose, d'essayer, et puis de se faire fermer la porte. L'autre raison, c'est peut-être aussi pour protéger ses enfants ou ses proches. On n'a pas envie de partager avec ses enfants des souvenirs aussi dramatiques que ceux de la Shoah. Et enfin, il y a peut-être aussi la culpabilité d'être un survivant. C'est pas toujours facile de se remémorer des traumatismes et de se souvenir que ses camarades de l'époque, ses amis, eux, sont plus là pour le partager. Et un jour, c'était le 15 juillet 1942, on frappe à la porte. Et c'était ma tante, la sœur de mon beau-père, qui venait avertir maman et moi. Elle savait les premiers raids qui allaient avoir lieu. Alors elle est venue dire à maman, ben là, il faut que tu t'en ailles parce que demain, ils viennent chercher les femmes et les enfants. Les hommes avaient été pris 1 an auparavant. Et puis elle est partie avertir d'autres personnes. Il y avait une amie non juive qui était chez nous à ce moment-là pour nous visiter. Alors, et cette dame, Madame Dumas, a dit à maman, vous savez quoi, ben là, venez donc dormir chez moi cette nuit. Alors, Madame Dumas et maman, toutes les deux armées d'un ciseau, ont découpé l'étoile. Comme rien ne nous désignait plus comme juifs, avec des étoiles enlevées, nous sommes rentrés dans un des wagons du métro. Il y avait un vieux monsieur qui me fixait. Qu'est-ce qu'il me veut, ce vieux bouc? Moi, je ne le connais pas. Il me fixait. Et à un certain moment, il a attrapé mon regard, il a accroché et il a baissé les yeux. J'ai voulu voir ce qui l'intéressait tellement. J'ai vu avec horreur que sur mon manteau beige se découpait en fil jaune le profil de l'étoile. Alors, j'ai mis ma main gauche sur mon épaule droite, j'ai commencé à tirer les fils. Le vieux monsieur a souri, il est descendu au prochain arrêt, j'ai jamais su qui il était. C'est un musée qui a aussi la particularité d'être à Montréal. On sait que Montréal a accueilli de nombreux survivants de l'Holocauste. Donc pour ces gens-là, c'est un terre d'accueil.
Donc d'être à Montréal pour ce musée est une façon aussi de rendre hommage à leur vie et d'honorer leur témoignage. Souvent, nos visiteurs sont attirés par ces vestes de prisonniers parce que ce sont des objets iconiques de l'expérience de l'Holocauste et notamment des camps de concentration. Cette veste-ci, c'est la veste de Louis Miller. Louis Miller est né en Roumanie d'un père autrichien, d'une mère slovaque. Il est le quatrième d'une fratrie de garçons. Il est arrêté en mai 1944 et il va se retrouver à Auschwitz. Et lorsqu'il arrive à Auschwitz, il va être rapidement orienté vers le travail forcé et notamment la mécanique, puisque c'est sa compétence. En 1945, il va entamer l'une des marches de la mort jusqu'à Buchenwald. Lors de cette marche, il va perdre l'un de ses frères qui est avec lui. À la fin de la guerre, il va partir pour la France, faire des études d'ingénieur et très rapidement après va venir s'installer au Canada en 1949. Et cette veste, c'est le seul objet qu'il a gardé de son expérience durant l'Holocauste. Et ce sera sa femme, en 2009, Cécile Miller, qui va l'offrir au musée. C'est un musée qui est très riche, et qui est très riche dans la mesure où tout ce que nous avons comme artefacts sont des artefacts qui nous ont été fournis par des survivants ou leurs familles. La pensée qui mène à la Shoah existe en Allemagne depuis plusieurs décennies, quand les nazis viennent au pouvoir en 1933. Dans Mein Kampf, qui est publié au début des années 20, Hitler déclare qu'il va débarrasser le peuple allemand des parasites juifs, il va les éliminer, il va les chasser, il va les exterminer. La définition de la Shoah est relativement simple. C'est l'extermination de juifs pour la simple raison qu'ils sont juifs. Le parti nazi est un parti de dictature qui tolère aucune opposition et aucune résistance. Et tout de suite, en 1933, Hitler va entreprendre des mesures extrêmement violentes. Il va chasser les professeurs juifs des universités, de la fonction publique, de l'armée. Il va tenter de fermer les commerces. Et en 1936, il va déclarer que les Juifs allemands doivent perdre leur citoyenneté. Et il va se lancer dans une tentative d'éliminer, d'extirper la vie juive de la vie allemande, de chasser les Juifs et de les neutraliser, éventuellement de les exterminer. Et ça va mener, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands vont contrôler l'Europe de l'Est, ça va mener à la destruction de près de 6 millions d'individus juifs. Leur communauté, leur culture, leur savoir et souvent leur tradition et leur spiritualité. Le grand défi que nous avons aujourd'hui, c'est de créer ce lien entre les plus jeunes générations et cette histoire qui paraît si lointaine pour la plupart d'entre eux. Et je crois que le pouvoir des témoignages que nous avons, la relation humaine que nous mettons de l'avant et ces objets, ces traces d'histoire que nous mettons en exposition agissent véritablement comme un pont entre les plus jeunes et l'histoire. Ils sont pas tous écrits. Les trois éléments essentiels pour intéresser un jeune à un événement qui s'est déroulé il y a plus de 80 ans, c'est de trouver comment ces événements le concernent personnellement, de lui démontrer que ces événements ne se sont pas seulement produits il y a 80 ans, il y a 70 ans, mais ils se sont reproduits à travers le monde. Ce n'est pas les génocides qui ont manqué durant les 50 dernières années. Et enfin, d'utiliser les moyens de communication pour aller le trouver, qui ne sont plus les moyens d'il y a 20 ou 30 ans. Nous sommes tous conscients et très préoccupés du fait qu'il y a de moins en moins de survivants et que les témoignages directs vont être de plus en plus difficiles et qu'avec le temps, ils vont s'éteindre forcément. J'ai 91 ans et je fais des conférences pour le musée de l'Holocauste. J'en fais à peu près des fois 4, des fois 5 par semaine. Les enfants qui viennent ici ne savent pas du tout ce qui s'est passé. Pour eux, voir quelqu'un qui a vécu ce qui s'était passé, ça les éduque mieux, ils comprennent mieux.
Avec la disparition progressive des survivants, nous devons trouver d'autres moyens de transmettre leur mémoire auprès des publics. Bien entendu, la collection d'objets matériels, de documents et de photographies nous aide énormément à raconter cette histoire, mais c'est surtout grâce aux témoignages, aux enregistrements des histoires des survivants que l'on peut partager cette histoire de manière vibrante. C'est pour ça que dans le nouveau musée, on souhaite vraiment créer un dialogue entre les témoignages des survivants et les objets pour pouvoir créer une autre dynamique de récit et nous permettre de poursuivre la transmission de ces récits. Qu'est-ce que c'est? Connais-tu la fête? Les chandelles, bravo, c'est une Hanoukia. La collection que nous avons faite de documents, d'objets, de photographies doit absolument être numérisée, non seulement pour assurer une meilleure préservation, mais également le partage en fait, de cette collection à l'échelle mondiale. Nous avons énormément de chercheurs et d'autres institutions qui sont intéressés par les collections que nous avons et nous partageons avec eux, tout comme ils partagent avec nous ces collections. Il y a véritablement une solidarité de connaissances, puisque cette histoire est toujours en construction. On a toujours des familles qui cherchent leurs parents éloignés, on a toujours des familles, des enfants, des petits-enfants qui sont à la recherche d'informations nécessaires pour pouvoir reconstruire leur histoire. Alors, de numériser ces collections, pour nous, non seulement c'est une façon de les préserver sous un autre format, mais également de les partager. Chaque semaine, on envoie des photographies pour d'autres expositions, pour des recherches qui sont en train de se faire, ou tout simplement pour des deuxième ou troisième générations qui souhaitent savoir ce que leurs parents ont pu donner au musée et qui est si important à la narration de leur histoire de famille. Barbara Masse est un membre qui représente la communauté. En fait, Barbara vient une fois par semaine à la réserve pour mettre en valeur le fonds d'archives de sa famille. Il y a 25 boîtes, à peu près, ça veut dire des centaines de documents. Ça vient de mon père. Mon père s'est évadé de l'Allemagne en 1938. Il avait seulement 19 ans. En 1938, Gerhard Masse vient à bout des lourdes procédures administratives allemandes et obtient les papiers nécessaires pour émigrer au Canada, à Montréal, et fuir ainsi le cauchemar allemand sur le point d'atteindre les proportions d'une guerre mondiale. Mon père a réussi à s'enrôler dans l'armée canadienne et il a combattu en Europe. Et à la fin de la guerre, il s'est trouvé par hasard comme soldat canadien juste à côté de la ville natale de ma grand-mère. Alors, il a pu récupérer à ce moment-là beaucoup de documentation sur l'ancienne usine reliée à la famille et d'autres documents. Alors, c'est à cause de ça que beaucoup de photos ont survécu et beaucoup de cette documentation. Ce qui est assez extraordinaire de cette documentation, c'est le avant, le durant et la suite de l'Holocauste et de la Deuxième Guerre mondiale. Gerhard Masse, le père de Barbara, vivra toute sa vie au Canada, où il rencontrera sa femme et aura 2 enfants. À sa mort en 2009, Barbara vide la maison de ses parents et fait une découverte spectaculaire. Je savais qu'il y avait des documents, mais je ne savais pas l'envergure et l'importance de cette documentation. Et là, quand j'ai vu ces centaines de documents, je me suis dit, je ne peux pas mettre ça à la poubelle. Et c'est là où j'ai communiqué avec le musée. Et quelqu'un est venu chez nous et on a tout regardé ça ensemble. Et c'est ma mère qui a fait ce don au musée, qui, après tout, c'est le plus grand don qui a jamais été donné au musée. Pour mon père,
L'histoire était tellement pénible, tellement psychologiquement difficile. Quand il a rencontré ma mère, quand il s'est marié, je comprends maintenant qu'il voulait vraiment tourner la page. Et il voulait protéger ses enfants, mon frère et moi, des horreurs de l'Holocauste. Alors, il n'en parlait pas du tout. C'était seulement quand mon frère et moi, on est devenus adultes, que des bribes de l'histoire commençaient à sortir. Et ça l'a aidé énormément d'arriver à un certain paix. Et ici, le fait de passer une lettre après l'autre, j'apprends énormément sur mon père. Il passe des moments très douloureux et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé. Et c'est un peu chronologique. J'apprends énormément sur les grands-parents que je n'ai pas connus. Hambourg, le 1er septembre 1939. Mes chers enfants, la décision est donc prise. Nous sommes en guerre. Il faudra encore longtemps avant que nous comprenions clairement ce que cela signifie. On vit dans le souvenir de 1914 et pourtant tout est différent. On était jeunes à l'époque. Mais nous avons surmonté ces années difficiles. Nous voulons nous en tenir à cela et penser à la joie que nous aurons lorsque nous nous reverrons en bonne santé et en pleine forme, espérons-le. Suivez votre chemin tranquillement. Ne vous inquiétez pas pour nous. Quand tout sera terminé, j'espère que nous nous reverrons tous. Je vous envoie nos meilleurs vœux et je suis avec amour, votre mère. Alors là, je suis dans toute la section de toutes les mesures que les 3 enfants, alors mon père, ma tante, mon oncle, ont essayé de faire sortir leurs parents de l'Allemagne et toutes les demandes de visa. Et je suis juste là-dedans. Et mon père est encore très optimiste qu'ils vont sortir, qu'ils vont pouvoir venir à Montréal. Mais ça n'a pas du tout fonctionné. Et en fait, les parents de mon père, alors mes grands-parents, ont été assassinés à Auschwitz en 1944.